Bonjour à tous, bonjour à tous. Voilà, l'actualité marocaine a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Nous sommes tous au courant de l'arrestation de l'historien marocain Mahaté Mondjib. Et dans le cadre de cette arrestation, j'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter Boubkel Jamri, Boubkel Jamri que beaucoup connaissent, qui est professeur en relations internationales à l'Université américaine d'Aix-en-Provence, ancien directeur de publication du journal hebdomadaire marocain et As-Sahifa dans sa version arabophone, paru en 90, de 97, excusez-moi, de 97 à 2010. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet, Monsieur Boubkel Jamei. Je voulais avoir votre analyse sur cette actualité. Selon vous, quel, quel est le mobile, quelle est la raison ou les raisons de l'arrestation de l'historien marocain Mahaté Mondjib le 29 décembre passé et pourquoi cet acharnement maintenant qui dure depuis 2015? Bonjour Ardouane, c'est un plaisir de te parler comme toujours. Et je te remercie de t'intéresser à l'histoire de Maté Monjib et à son cas. Nous avons besoin que plus de personnes se sentent concernées par ce que vivent nos intellectuels et nos journalistes au Maroc. Alors, les raisons de l'arrestation de Maté, je dirais qu'il y a plusieurs catégories de raisons. D'abord, il y a le prétexte. J'appelle ça un prétexte parce que l'accusation me paraît farfelue, qui est celle de blanchiment d'argent. Donc, l'État marocain nous informe que Maté Monjib est soupçonné de blanchir de l'argent et de détourner des fonds. Pourquoi je pense que mon opinion, qui ne reste qu'une opinion, que cette accusation est plutôt problématique, c'est parce que l'argent que recevait Maté Monjib, c'est un argent qui lui était fourni par des organisations internationales de défense des droits de l'homme, de promotion du journalisme indépendant, etc. Or, aucune de ces organisations ne s'est plainte de la gestion de Maté Monjib. Donc, je trouve quand même assez paradoxal que l'État marocain se substitue à ces organisations qui ne se sont jamais plaintes du travail de Maté Monjib pour dire qu'ils détournaient leurs fonds. Ça, c'est un point. Donc, j'appelle ça un prétexte. Je dirais qu'il y a par ailleurs des raisons qu'on pourrait dire qu'elles sont conjoncturelles et d'autres qui, à mon avis, sont plus de substance et je dirais plus structurelles. Alors, la conjoncture, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous analysez un peu l'actualité au Maroc, vous vous rendez compte qu'il y a une certaine nervosité au niveau de l'État marocain, qui, à mon avis, est liée évidemment à cette fameuse nouvelle approche en relations internationales du Maroc de politique étrangère, qui est celle de normaliser les relations avec Israël en échange de la reconnaissance par les États-Unis d'Amérique de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que je pense qu'il y a un retour de manivelle, il y a des réactions de plus en plus importantes de la part d'intellectuels, de la part de citoyens marocains qui organisent des manifestations contre justement cette normalisation avec l'État d'Israël et contre cette opération en règle générale qui soulève des problèmes éthiques et moraux assez profonds. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une levée de boucliers illustrée notamment par le fait que trois avocats, que je dirais pour moi les trois belles consciences du droit au Maroc, que sont Abdrahim Jamei, Abdrahim Barrada et Abdrahman Ben Amr, qui sont trois avocats qui sont très connus par leur militantisme, par leur attachement aux droits de l'homme, qui ont une réputation internationale, qui ont travaillé avec des organismes internationaux, qui ont donc officiellement porté plainte contre l'État marocain en raison de la normalisation avec l'État d'Israël, parce que selon eux, il contredit le droit et contredit la constitution, aussi défectueuse qu'elle soit marocaine, la contredit quand même. Donc aujourd'hui, il y a ce retour de bâton qui, à mon avis, rend l'État plutôt nerveux. Et il se trouve que Mahaté Monjib, juste avant son arrestation, avait posté sur sa page Facebook la fameuse, aujourd'hui vérifiée, histoire de Hassan II qui avait accepté que le Mossad mette des micros dans la salle de réunion des leaders de la Ligue arabe en 1965 en échange de l'aide du Mossad pour l'enlèvement de Mehdi Ben Barka et probablement, presque certainement, de son assassinat. Et donc, c'est une histoire aujourd'hui qui est avérée puisque plusieurs sources extrêmement crédibles en Israël même l'ont confirmé et l'ont dit. Il y a eu un livre qui a été publié récemment par un journaliste du New York Times
qui en parle, un ancien dirigeant de Shin Bet l'a confirmé, etc. Et donc lui, à l'occasion donc de cette normalisation, a reposté cette histoire qui par ailleurs a été postée par d'autres. Donc je pense que c'est la conjoncture. Je dirais que c'est un peu le contexte actuel de son arrestation. Et puis à mon avis, il y a des raisons plus structurelles. L'une des raisons de ma proximité, j'allais dire, avec Martin Mounjib, c'est en fait l'idée que nous avons besoin au Maroc d'un véritable débat constitutionnel qu'on n'a pas eu. Alors ça peut paraître comme ça, comme étant un peu détaché de l'actualité, mais je pense qu'au contraire, c'est au centre de nos débats. Si aujourd'hui le Maroc passe par cette phase qui dure d'ailleurs, hein, qui n'a pas commencé aujourd'hui, de violation des droits de l'homme, de répression contre les intellectuels et contre les journalistes, c'est que nous avons malheureusement au Maroc des institutions qui sont politiquement sous-développées. Nous sommes dans un pays qui ne possède pas malheureusement les institutions que requiert la gestion d'un État moderne. Et donc la question constitutionnelle est vraiment au centre. Et moi-même, et on avait commencé ce travail déjà au niveau du journal, nous avions milité pour qu'il y ait un vrai débat constitutionnel qui en fait mettrait en face la frange conservatrice ou les représentants de la frange conservatrice de la société marocaine en face de la frange progressiste de la société marocaine. Et pour résumer, pour même caricaturer un peu, ce serait d'un côté en fait la gauche laïque, si vous voulez, et de l'autre côté les islamistes plus conservateurs, parce qu'on considère que, étant ces deux groupes idéologiques représentant une majorité de Marocains, on pense à eux deux, doivent absolument se mettre d'accord sur, d'un côté, la mise en place d'une démocratie majoritaire, donc celui qui a une majorité de voix gouverne, mais que cette démocratie majoritaire doit être bornée par le respect constitutionnel, donc la sanctuarisation des droits individuels, donc le respect des droits individuels et collectifs, la liberté de religion, la séparation de l'État et de la religion, les libertés individuelles, la liberté de la presse, les libertés associatives, etc., etc. Donc, ce qui donnerait en fait une démocratie majoritaire mais libérale aussi au sens large du terme, pas au sens économique seulement, mais ou pas nécessairement, mais au sens sociétal du terme. Et que cet accord-là ne peut se faire que on ne peut y arriver que par un débat entre les représentants légitimes de ces deux groupes idéologiques qui, encore une fois, représentent une majorité de Marocains. Et encore une fois, quand je dis ça, je ne parle pas d'un groupe islamiste en particulier ou d'un groupe progressiste en particulier, je parle en règle générale. Or, il se trouve que cette idée de créer un espace de débat entre ces différentes positions idéologiques est considéré comme étant subversif par le régime. Et je pense je pense que le régime a le droit a raison de les considérer comme subversifs, parce qu'effectivement, c'est un premier pas vers la mise en place d'une véritable démocratie. Donc, si vous êtes un régime attaché à vos habitudes et à vos institutions autoritaires comme l'est le Maroc, évidemment, toute tentative de la mise en place d'une démocratie majoritaire et en même temps respectueuse des droits individuels et associatifs de religion, etc., vous paraît comme étant subversif. Or, Mahathir Mounjib, pour revenir à Mahathir plus particulièrement, Mahathir Mounjib avait organisé en avril 2013 justement ce que je considère être comme la réunion la plus élaborée, la mieux structurée entre justement des représentants de groupes islamistes. L'Adl Ihsan, il y avait même un représentant du Parti de la Justice et du Développement, donc le parti au gouvernement aujourd'hui, et d'un autre côté de ce qu'on peut appeler la gauche démocratique, pas de la gauche gouvernementale, mais de la gauche démocratique qui est plus légitime à porter justement les aspirations d'un État où il y a séparation de la religion et de l'État et qui respecte les libertés individuelles et associatives de la presse, etc. Et donc, c'est grâce au travail de Mahathir et de son association de l'époque que cette rencontre a pu avoir lieu. Je considère que ça a été le début de l'attitude extrêmement répressive du régime, ou si vous voulez, c'est ce qui a déclenché la série d'actions répressives contre lui.
Et puis bon, par la suite, certains de ses collaborateurs, dont Hicham Al-Mansouri, qui est aujourd'hui à le statut de réfugié politique en France, qui a été arrêté sous des prétextes fallacieux d'attentats aux mœurs, et qui a donc purgé 10 mois de prison, qui donc a quitté le Maroc et la France. Donc l'État français a reconnu que c'était un exilé politique. Donc en fait, la France a dit au Maroc que l'arrestation de ce jeune homme et sa condamnation était d'ordre politique et non pas d'ordre enfin, d'un délit de mœurs. Alors évidemment, l'État français ne l'a pas dit de cette façon-là, mais c'est ce qu'on peut comprendre du fait de l'octroi à Hicham El-Mansouri du statut de réfugié politique. Donc, à partir de là, Mahathir va subir donc la répression de l'État qui va en fait arriver en 2015 à l'ouverture d'une enquête sur justement cette histoire de blanchiment d'argent qui a mené à son arrestation il y a quelques jours. Il y a une autre façon aussi de… Donc ça, je pense que c'est vraiment les raisons structurelles. Il faut aussi ajouter à cela, et c'est important à souligner, que Mahathir est un de ces intellectuels marocains qui dérangent extrêmement le régime, pas seulement parce qu'il promeut des idées qui sont véritablement importantes pour construire une véritable démocratie, comme je viens de le dire, mais qu'en plus, il a une voix qui porte à l'international. Il faut dire il faut se souvenir que Mahathir Mounjib, est quelqu'un qui a publié des livres reconnus, respectés, qui a été fellow, donc qui a travaillé en tant que chercheur avec l'une des institutions, l'un des think tanks les plus prestigieux au monde, basé à Washington, la Brookings Institution, qui est donc basé qui est basé à Washington, où il a travaillé avec des gens qui eux-mêmes ont été de hauts responsables ou qui vont devenir par la suite de hauts responsables de l'État américain. Donc pour le régime marocain, c'est toujours très dérangeant d'avoir comme ça des critiques du régime, je ne dirais même pas opposants, parce qu'en réalité, c'est des critiques du régime qui exercent leur liberté de penser et qui en même temps ont une voix qui porte à l'international et qui peut donc convaincre des alliés que les Marocains veulent absolument garder dans leur camp. Donc, il faut bien garder à l'esprit cette dimension du travail de Mahathir Mounjib. Alors, l'autre type d'outils de répression qui sont utilisés ou qui est utilisé par le régime marocain, c'est ce phénomène qui n'est pas si nouveau que ça, mais qui a pris une ampleur sans précédent. C'est le phénomène des médias alliés au pouvoir et qui donc sont utilisés comme des outils de diffamation contre les critiques du régime. Et Mahathir, on a été une victime de premier plan. Pas seulement Mahathir d'ailleurs, Omar Radi qui lui aussi aujourd'hui dort en prison, Souleymane Reissoni, Hajar Reissoni quand elle a été arrêtée puis après a été libérée, a aussi été victime de ces médias qui sont fournis probablement pas seulement en information, mais aussi, j'allais dire, en argent, pour justement faire cette basse besogne, donc de diffamer ceux qui osent critiquer le régime. Eh bien, ces médias-là ont ciblé Mahathir Mounjib. Alors, ce qu'il faut bien comprendre lorsqu'on parle du cas de Mahathir Mounjib, et en l'occurrence, lorsqu'on parle aussi du cas de Souleymane Reissoni, qui est un des meilleurs éditorialistes marocains, qui lui aussi a été arrêté sous prétexte de tentative de viol, de Omar Radi aussi, un journaliste reconnu pour son courage et la qualité de son travail, qui lui aussi aujourd'hui est en prison parce qu'il est accusé de viol, d'un autre journaliste qui s'appelle Sofiq Bouachrin, qui purge une peine, lui a déjà été condamné, qui purge une peine, je crois, de 12 ans en prison pour viol et autres accusations. Ce qu'il faut bien comprendre quand on parle de ces gens-là, ce n'est pas tellement de dire aujourd'hui qu'ils sont innocents, c'est de dire que il y a des accusations portées contre eux, et que la probabilité pour qu'ils aient droit à une procédure judiciaire impartiale est extrêmement ténue. Et je vais vous illustrer ce que je dis. Par exemple, Tawfiq Bouachrin a été condamné à 12 ans de prison. Le groupe de travail en charge des détentions arbitraires
qui est un groupe de travail, qui est un groupe du travail du Comité des droits humains, du Conseil des droits humains des Nations Unies, donc là, je parle des Nations Unies, ont enquêté et ont déterminé que la procédure judiciaire qui a visé Tawfiq Bouachrin est partiale et qu'elle n'obéit pas aux règles d'un État qui obéit à la règle de droit digne de ce nom. Donc l'ONU nous a dit, nous Marocains, votre système judiciaire, en tous les cas, sur le cas de Tawfiq Bouachrin, n'a pas fonctionné proprement, il a été défectueux. Donc de l'aveu même, si vous voulez, de l'affirmation même des Nations Unies. Plus que cela, la plupart, si ce n'est les, j'allais dire, je n'ai pas vu d'organisme international s'occupant du classement des démocraties dans le monde, du classement de la qualité des systèmes judiciaires dans le monde, dire du système judiciaire marocain qu'il est indépendant. Tous, sans exception, affirment que la justice marocaine est à la botte, parfois même de façon explicite, du palais. Et quand je dis explicite, ce n'est pas moi qui le dis, je rapporte ce que disent ces organismes. Je peux citer le classement de ce qu'on appelle un classement qui est pris très au sérieux, d'un indice, pardon, qui est pris très au sérieux, qui s'appelle l'indice de la liberté économique, que tous les États qui se disent États où il y a la liberté de marché, qui sont ouverts à la globalisation, prennent très au sérieux. Cet indice-là, qui est confectionné par The Heritage Foundation et le Wall Street Journal, qui est donc un journal donc de droite, et vous savez que généralement les journaux de droite ne sont pas nécessairement contre le régime marocain, eh bien dans leur classement, ils affirment que la justice marocaine, et je cite, est à la botte du palais parce que le palais utilise la justice marocaine pour faire taire son opposition. Freedom House, qui est donc aussi une fondation extrêmement influente à Washington, elle aussi, j'invite à ceux qui nous écoutent aujourd'hui d'aller sur leur site et de voir ce qu'ils disent de la justice marocaine. Eh bien, ils disent qu'il n'est pas sur une échelle de 4, ils lui donnent la note de 1 sur 4 et ils disent que c'est une justice qui n'est pas indépendante. Donc, si vous voulez, la seule certitude ou quasi-certitude qu'on peut avoir dans ces cas-là, c'est que ces journalistes-là, ces intellectuels-là ne vont pas avoir droit à une procédure judiciaire équitable. Et puis, je vais vous dire, c'est quand même assez... Il y a des situations qui confinent au risible. Souleymane Rissoni, qui est donc ce journaliste réputé qui aujourd'hui est incarcéré en étant accusé de tentative de viol, a été arrêté à la suite d'un post Facebook. Donc, celui qui l'accuse d'avoir tenté de le violer a fait un post Facebook, donc a écrit un post Facebook sur sa page Facebook. Et l'État nous dit que au ministère de la Justice, il y a une sorte de service qui donc s'occupe donc de surveiller un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et que lorsqu'il y a la probabilité d'un crime dénoncé sur les réseaux sociaux, la justice marocaine se met en branle. Donc, nous avons affaire à... Évidemment, je laisse de côté l'aspect Big Brother, d'accord, et je vais en faire une interprétation positive en disant c'est formidable. Nous avons un État qui s'occupe tellement de ses citoyens qu'il va même jusqu'à suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour donc appliquer la règle de droit. Eh bien, ce même État qui a donc arrêté Souleymane Rissoni sur la base d'une dénonciation sur un post Facebook, ce même État, lorsque vont vers lui ces journalistes qui ont été diffamés, Matem Monjib, je peux vous citer deux cas, Matem Monjib et Ali Enzla, qui ont voulu porter plainte pour diffamation contre les médias que j'ai cités plutôt, qui sont des médias de diffamation qui publient des informations personnelles, des adresses, des numéros de téléphone, etc. Lorsque Matem Monjib et Ali Enzla sont allés vers le procureur du roi, ils lui ont dit nous voulons porter plainte. Vous savez quelle a été la réponse de ce procureur? Vous savez quelle a été la réponse de l'État marocain? Nous n'avons pas l'adresse de ces sites web, nous n'avons pas l'adresse de ces gens-là, alors qu'ils ont pignon sur rue. Ça confine véritablement, ça confine au risible. Je vous donne un autre cas, une autre illustration. Aujourd'hui, il a été établi par la grande entreprise Facebook, qui comme vous le savez, contrôle WhatsApp. Il a été établi que certains des utilisateurs de sa messagerie qui s'appelle WhatsApp ont été victimes de la pénétration ou de l'utilisation
d'un logiciel espion qui s'appelle Pegasus, qui est un logiciel qui est commercialisé par une société israélienne qui s'appelle NSO. Ça a été à la une de beaucoup de journaux il y a quelques mois. D'accord. D'ailleurs, le procès va s'ouvrir dans les jours qui viennent. Le procès de NSO intenté par Facebook va s'ouvrir dans quelques jours. Or, ce type de logiciel est de nature quasi militaire. D'accord. C'est un logiciel extrêmement puissant d'espionnage. D'ailleurs, il a été utilisé par l'État saoudien contre Khashoggi avant son enlèvement et son meurtre, et bien d'autres cas de violation des droits de l'homme. Donc, vous avez un groupe de citoyens marocains à qui Facebook a dit vos téléphones ont été infectés donc par ce virus qui est un virus d'espionnage extrêmement avancé. Normalement, un État qui se respecte, un État qui me dit je vais jusqu'à voir ce qui se passe surveiller les réseaux sociaux pour protéger mes citoyens, devrait s'emparer de cette affaire et donc investiguer. Oui. Et donc nous avons aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je crois qu'il y a 14 personnes de nationalité marocaine dont l'attaque par Pegasus est avérée, est établie. Et mieux que cela, 12 d'entre eux ont même présenté une demande officielle à l'État marocain pour que celui-ci ouvre une enquête. Et l'État marocain n'a pas ouvert d'enquête. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Est-ce que vous en faites partie de ces 14 personnes? Oui, absolument. Je fais partie. Je suis de ceux qui ont été avertis par WhatsApp et donc Facebook que mon téléphone avait été, que mon compte WhatsApp avait été infecté par le logiciel Pegasus. Et je suis un des co-signataires d'une demande officielle à l'État marocain pour ouvrir une enquête et nous sommes heurtés à une fin de non-recevoir. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que nous sommes face à un deux poids, deux mesures qui rend l'attitude de l'État marocain véritablement risible, problématique et risible n'est peut-être pas le mot parce qu'en réalité le mot qu'on devrait choisir ici c'est tragique et non pas risible. Donc voilà la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui ceux qui au Maroc osent critiquer le régime marocain. Ils ont affaire à un État qui, ou plutôt pas un État, je dirais, face à des élites politiques qui utilisent les instruments de l'État contre eux, qui n'hésitent pas donc à instrumentaliser la justice, à instrumentaliser les moyens d'investigation de l'État et instrumentalisent même la presse, une presse qui a été reconnue comme étant une presse quasi exclusivement de diffamation contre eux. Et c'est la situation aujourd'hui que vit notamment Mahatem Monjib. Et vous voyez, lorsque vous analysez l'attitude de l'État marocain vis-à-vis de ses opposants, parfois nous avons le sentiment qu'il s'agit, au-delà de la répression qui, à mon avis, est établie, mais c'est une répression vengeresse. C'est-à-dire que l'État se comporte, j'allais même dire émotionnellement, en étant vengeur vis-à-vis de ces voix de ces voix libres dont le seul crime en réalité c'est d'essayer d'informer les Marocains sur la réalité du pouvoir politique au Maroc et d'essayer en fait d'améliorer la situation de notre pays. Mais alors, une question que j'ai envie de vous poser, c'est comment arrive à faire le régime marocain pour bénéficier, malgré tout les éléments que vous venez de détailler, de bénéficier comme ça d'une sorte d'indulgence occidentale malgré tout, et de paraître comme ça, comme le pays de la région qui a été titré de exception, Maroc, pays de la modernité, pays qui arrive toujours à allier modernité et conservatisme et tradition. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette indulgence occidentale qui perdure maintenant depuis, je dirais même depuis l'ère hassanienne? Écoutez, c'est une question qui est très intéressante. Bon, d'abord, ce que vous dites est moins vrai aujourd'hui. Il l'était, j'allais dire, avant 2011.
D'accord? Après 2011 et ces dernières années, je pense que c'est moins vrai. Je ne dis pas que ça a été totalement démenti, que le Maroc ne bénéficie plus, pour être plus précis, le régime marocain ne bénéficie plus d'une réputation qui, à mon avis, n'est pas méritée. Mais je pense qu'il y a eu une dégradation de cette image dernièrement. Une dégradation d'abord relative. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons un pays qui s'appelle la Tunisie, qui, malgré tous les problèmes qu'on peut recenser, des défauts de sa démocratie, c'est un pays qui est en train qui a commencé par l'essentiel et donc par une constitution réellement démocratique, même si elle est perfectible. Donc aujourd'hui, nous avons dans le monde arabe, dans le monde, enfin pas le monde arabe, dans le Moyen-Orient, la première nation démocratique est reconnue comme telle. D'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure des organismes internationaux, aujourd'hui, la Tunisie est reconnue par tout le monde comme une démocratie. Une démocratie avec des défauts, mais une démocratie. Le Maroc n'a jamais été reconnu comme étant une démocratie. Donc, tous ceux qui s'occupent sérieusement de ces sujets-là vous diront que le Maroc est un autoritarisme qui parfois peut paraître comme étant un autoritarisme éclairé, mais le Maroc n'a jamais été considéré comme étant une démocratie pour une raison qui est très simple. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que les institutions marocaines étaient sous-développées. Pour être plus précis, vous pouvez me demander, mais quel est votre standard? Quel est votre... absolument. C'est très simple. C'est qu'au Maroc, vous avez les élites les plus puissantes politiquement ne rendent pas de compte constitutionnellement. C'est-à-dire que ceux qui dirigent le pays véritablement, qui ont le dernier mot dans la gestion du pays, ne rendent pas compte constitutionnellement. Mais qui dirige le pays selon vous, monsieur Jamaï? Oui, écoutez, c'est une architecture, mais évidemment, la monarchie est au centre de cette architecture, à l'évidence. Vous voyez? Mais c'est un conglomérat donc d'élite, mais avec au centre, bien évidemment, la monarchie marocaine. Or, le monarque qui est le dépositaire de tous les pouvoirs de façon directe ou indirecte, lui n'est pas critiquable, ne rend pas compte de ses faits et actes, de ses faits et actes. Et donc, lorsque vous avez des systèmes où ceux qui dirigent le pays ne rendent pas de compte, c'est à ce moment-là qu'on peut qualifier ce pays de pays sous-développé institutionnellement. Donc, mais le Maroc s'en était toujours sorti. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement des sujets, à tort ou à raison, je dirais à raison, sont considérés comme des sujets qui sont marqueurs de la modernité. C'est les droits de la femme, d'un côté. C'est aussi, c'est un peu plus problématique, c'est l'ouverture à la globalisation économique mondiale. Et c'est aussi, malheureusement, c'est aussi, et c'est un élément qui joue beaucoup en Israël, et il est pardon, aux États-Unis et qui est d'actualité, c'est votre attitude aussi vis-à-vis d'Israël. Bon, évidemment, par rapport à l'Europe, c'est beaucoup moins, je dirais, que ce n'est pas le sujet le plus important, mais effectivement, vis-à-vis des États-Unis, lorsque vous êtes un État autoritaire mais que vous apparaissez comme étant plutôt, surtout si vous êtes un pays musulman ou un pays arabo-musulman, et que vous êtes plutôt dans une attitude bénigne enfin bénigne au sens anglais, donc positive vis-à-vis de l'État d'Israël, vous gagnez beaucoup de crédit vis-à-vis des élites politiques américaines. Or, le Maroc a joué sur ces registres. Alors, le problème avec ces registres, c'est quoi? C'est que sur l'affaire, par exemple, des droits de la femme, qui bien évidemment est un sujet très important et qui évidemment transcende l'intérêt que l'Occident peut avoir pour ce sujet. Parce que je pense qu'en soi, c'est un débat que nous devons avoir et ce sont des droits que nous devons, développer encore plus dans nos pays. Mais comme nous le savons, cette affaire des droits de la femme a été instrumentalisée par Ben Ali, par Moubarak. Elle est instrumentalisée aujourd'hui par Sisi en Égypte et l'État marocain l'instrumentalise. Vous voyez? Donc, ce n'est pas, par exemple, je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard que parmi ceux qui ont été arrêtés récemment, qui sont considérés comme des critiques du régime, ont été accusés d'agression sexuelle vis-à-vis donc de femmes. Enfin, dans le cas dans le cas de Souleymane Ressouni, il s'agit d'une agression homosexuelle. Mais dans le cas de Omar Radi, c'est une agression donc d'une jeune femme. Pourquoi? Parce que le régime marocain essaye de surfer la vague MeToo. Vous voyez? Et effectivement, c'est très compliqué lorsqu'on vous dit qu'il y a eu viol.
moi, le premier, je ne peux pas dire non, Omar Radi est innocent. Je ne peux pas dire Souleymane Rissoni est innocent. Et ils savent très bien, le régime, en les poursuivant sous ce chef d'accusation, qu'il est très compliqué après de leur venir en aide. Sauf que, et c'est là où nous, on doit être absolument vigilants, c'est que très bien, il y a une accusation, mais qu'ils sont les garanties, justement, que cette accusation va suivre un processus équitable. Et c'est là où le bas blesse. Donc, il y a cette histoire donc, de perception que le régime marocain est plutôt un régime qui soutient la femme, etc. Donc, évidemment, ça aide à polir son image. L'autre angle, à mon avis, c'est tout ce qui est mondialisation économique, c'est que nous clamons être un pays qui est ouvert à la mondialisation, au commerce international, les entreprises étrangères sont les bienvenues, etc. Et en fin de compte, la question, donc, le test ultime dans l'esprit de certains, pas de tout le monde évidemment, le test ultime de l'ouverture et de la tolérance d'un arabo-musulman, c'est qu'il n'est pas antisémite et malheureusement on fait la confusion entre les deux, et ouvert vis-à-vis donc d'Israël et normalise avec Israël. Or le problème, pardon? Pour ce point de normalisation, d'ailleurs, nous aurons peut-être l'occasion d'en revenir de manière plus approfondie lors d'un prochain échange, avec plaisir, Boubacar Jamri. Moi, je voudrais juste faire un petit retour en arrière sur ce que vous avez dit et que vous développiez bien pour les internautes afin qu'ils puissent comprendre les enjeux qui se trament au Maroc sur ces tentatives de rapprochement entre ce que vous avez caricaturé de gauche et d'islamisme. Quel est le regard que porte le régime marocain, le véritable regard, sur ce potentiel de dialogue qui était en train de se préparer en 2013, comme vous l'avez dit? Si vous permettez, Servan, je voudrais juste finir le développement Okay. par rapport à votre question qui est très intéressante sur pourquoi est-ce qu'il y a une perception positive du régime. Et donc, j'ai cité quelques raisons, mais ce que je voudrais, pour terminer ma réponse à votre question, avant de parler du débat islamiste gauche, ce que je voudrais dire, c'est que pour ceux de nos amis à l'étranger qui considèrent que le régime marocain soutient les droits de la femme, est en faveur de la libéralisation économique, est en faveur d'un rapprochement avec Israël, il faut qu'ils y réfléchissent à deux fois. Pourquoi ? Parce que l'attitude du régime marocain est une attitude qui est extrêmement instrumentale. Elle est pas substantive. Elle ne provient pas d'une conviction idéologique et philosophique. Pourquoi je dis ça ? Parce que tous ces aspects-là ne peuvent être durablement garantis, c'est-à-dire les droits de la femme, c'est-à-dire la liberté d'entreprendre, même la globalisation et la libéralisation économique ne peut être véritablement garantie durablement et de façon stable, et même aussi l'attitude vis-à-vis de nos frères et sœurs juifs et juives, et même potentiellement à l'avenir une normalisation, parce qu'il faut quand même dire que ceux qui sont contre la normalisation d'Israël, pour la plupart sont contre la normalisation d'Israël aujourd'hui dans les circonstances actuelles. C'est parce que nous sommes face à un régime israélien aujourd'hui qui a une attitude quasi raciste vis-à-vis des Palestiniens, qui ne respecte pas les droits des Palestiniens, qui n'est plus du tout sur cette espèce de dynamique qu'on avait pensé être une dynamique d'ouverture, une dynamique de paix qui a caractérisé le début des années 90. Mais évidemment, si demain vous avez un gouvernement israélien, un État israélien qui change d'attitude vis-à-vis des Palestiniens, évidemment que la normalisation serait à l'ordre du jour, mais elle ne l'est pas aujourd'hui parce que nous sommes en face d'un régime israélien qui encourage encore la colonisation de la Cisjordanie, la violation des droits des Palestiniens. Et ce que je veux dire à nos amis qui sont émerveillés, entre guillemets, par les politiques du régime marocain par rapport au sujet dit, c'est qu'il n'y a pas, c'est l'effet positif de ces politiques n'est pas garanti, n'est pas durable, parce qu'il n'est pas basé sur un état de droit, tout simplement. Regardez ce que le régime marocain a fait à Hajar Reissouni. En termes d'économie libérale, comment voulez-vous, vous savez ce qu'ont fait les médias de diffamation du régime contre Omar Radi? Ils ont publié ses comptes bancaires. Comment pouvez-vous faire confiance à un État qui permet la publication des comptes bancaires des citoyens? Si vous êtes entrepreneur étranger et que vous travaillez au Maroc,
l'une des premières garanties que vous souhaitez avoir, c'est que vous aurez affaire, en l'occurrence, à un système judiciaire qui respecte vos droits. Comment pouvez-vous faire confiance à un système judiciaire qui ne défend pas le secret bancaire? Parce que normalement, lorsque les comptes bancaires de Omar Radi ont été publiés, il aurait fallu qu'il y ait une ouverture d'enquête. C'est une violation de la loi. Rien n'a été fait. Comment voulez-vous que des entrepreneurs fassent confiance à un État qui ne protège pas ce genre de droits élémentaires? Et même aussi par rapport encore une fois, à la normalisation avec Israël et même l'attitude vis-à-vis de nos frères juifs et juifs, elle ne peut être garantie et inscrite dans la durée que si elle se fait dans le cadre d'un débat véritablement ouvert où les Marocains s'approprient justement ces valeurs que effectivement je considère que nous devons considérer, nous, démocrates, comme étant essentielles à une société. Alors, pour revenir Peut-être avant, si vous oui, permettez, juste avant, si vous permettez, vu qu'on a parlé un peu de la normalisation, bon, je ne pensais pas qu'on allait un peu approfondir le sujet, mais j'ai peut-être une petite question encore par rapport à ça. Que pensez-vous de ce qui a été présenté côté marocain comme étant le deal du siècle par rapport à cette normalisation? alors écoutez, d'abord, je ne peux qu'observer qu'il y a une espèce d'hésitation maintenant de la part de l'État marocain. La presse israélienne sérieuse, et je veux dire par là le journal Haaretz, qui est un journal réellement, c'est probablement le meilleur quotidien israélien, a publié une information il y a de cela 3 jours dans laquelle il révélait que les responsables marocains avaient demandé aux responsables américains et israéliens de ne plus utiliser le mot normalisation pour caractériser ce rapprochement. D'accord? Donc, il y a encore une fois, une certaine hésitation et nervosité de la part de l'État marocain. Alors que les autres parties de ce deal, entre guillemets, c'est-à-dire les Américains et les Israéliens, ont très officiellement caractérisé cette opération de normalisation avec l'État d'Israël. Vous voyez? Donc, et on le voit aussi au niveau des communiqués enfin, au niveau de la communication, pardon, de l'État marocain après donc, depuis quelques jours, où on sent une petite hésitation qui, à mon avis, encore une fois, est due à la levée de bouclier. Alors, où se situe le problème? D'abord, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il est très difficile de ne pas voir dans ce deal une transaction qui qui est la suivante, qui est, vous les États-Unis, vous reconnaissez la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et nous allons normaliser nos relations avec Israël, laquelle normalisation est attentatoire aux droits des Palestiniens, par définition. Je pense qu'il n'y a pas de doute dans les gens qui véritablement ont étudié le conflit israélo-palestinien sur le fait que les États arabes, justement, l'un des petites armes qu'ont les Palestiniens, c'est justement la normalisation des relations entre Israël et son voisinage. Voyez, et que cette normalisation doit arriver à l'issue de la reconnaissance d'un État palestinien dans le cadre des deux États, etc., etc. Et que donc il est important que les États arabes attendent justement que les Israéliens qui ont obtenu des concessions incroyables, je dirais, il ne faut quand même pas oublier que les Palestiniens ont accepté de renoncer à 78% de leurs terres. Et quand je le dis, c'est basé sur des faits historiques. En 1948, le départ des Palestiniens de ce qui est aujourd'hui considéré par la loi internationale comme étant Israël, ce qui a créé le problème des réfugiés, c'est fait sous l'effet de la terreur. Et aujourd'hui, c'est prouvé par des documents de l'armée israélienne qu'il y a eu une campagne de terreur contre les Palestiniens qui ont été obligés de fuir leur village et leur ville et leur hameau parce qu'il y avait des groupes de terreur, donc juifs, qui massacraient. L'exemple le plus connu est celui de Deir Yassin. Donc déjà, les Palestiniens disent, bon, très bien, on renonce à 78% de ce qui était notre territoire et notre pays. Reste les 22%. Eh bien, ces 22%, la droite israélienne, qui malheureusement aujourd'hui domine la politique israélienne, est en train, par son contrôle de l'État, est en train d'encourager la colonisation. Malheureusement, je dois dire que même lorsque la gauche israélienne était au pouvoir, la colonisation avait aussi beaucoup progressé. Et donc, nous parlons des 22% qui restent, qui sont aujourd'hui systématiquement colonisés par donc, des colons. Et c'est là où l'ironie est incroyable, c'est que on fait la leçon au monde musulman sur la laïcité, sur la confusion du religieux et du politique, alors que nous avons en Israël
une colonisation qui est très largement menée par des illuminés religieux, par des gens qui vous disent c'est ma terre parce que je l'ai lu dans mon livre saint. C'est en fait ça. Et je dois dire, les États-Unis, entre guillemets, ferment les yeux sur cette colonisation. Donc, les Palestiniens sont dans une posture qui est extrêmement faible et extrêmement vulnérable. Et l'une des armes qu'ils ont, c'est que les membres de la Ligue arabe ne reconnaîtront et ne normaliseront, parce qu'ils ont déjà des relations pour la plupart avec Israël, mais ne normaliseront ces relations et ne reconnaîtront l'État d'Israël que lorsque les Israéliens diront, bon, très bien, nous allons permettre la création d'un État palestinien avec donc avec tout ce que requiert la souveraineté d'un État-nation, etc. Lorsque le Maroc dit je normalise mes relations avec Israël, il affaiblit la position palestinienne. D'ailleurs, la preuve, c'est que les Palestiniens se sont souvent tus au plus haut niveau par rapport à ces affaires de normalisation, mais ils n'ont jamais dit que c'était une excellente chose. Jamais les Palestiniens, même Mahmoud Abbas, qui est le leader palestinien le plus ouvert, qui a accepté, qui a avalé toutes les couleuvres du monde, ne saute pas de joie lorsqu'il y a l'annonce d'une normalisation avec l'État d'Israël. Donc c'est de cela dont nous parlons. Donc il s'agit d'une transaction. Alors je veux juste quand même qu'on parle de l'aspect moral de la chose. Ça veut dire que combien même nous serions tous d'accord sur le fait que le Sahara est marocain, c'est que nous avons réussi à obtenir la reconnaissance de la marocanité du Sahara sur le dos des Palestiniens, sur la misère des Palestiniens. Parce que c'est ce que ce deal est. D'accord ? Ce qui, moi personnellement, je pense à beaucoup de Marocains, pose un sérieux problème éthique et moral. Deuxièmement, mais supposons que nous sommes des réalistes cyniques. Très bien. Donc, je mets de côté cet aspect de moralité, etc. Et je dis ce que malheureusement certains ont dit sur les réseaux sociaux, à savoir, qu'est-ce qu'on en a à faire des Palestiniens, après tout. Vous voyez, nous, notre intérêt, c'est l'intégrité territoriale de notre pays. Le Sahara nous appartient. Si reconnaître Israël, et tant pis pour les Palestiniens, si reconnaître Israël, ça permet pour nous de recouvrer cette souveraineté, très bien, on le fait. Sauf qu'il y a un léger problème. Le Maroc se trouve être le président du comité Al-Quds. D'accord ? Les Palestiniens ne nous ont pas obligés pour devenir président du comité Al-Quds. Personne n'est venu obliger, forcer le roi du Maroc à s'attacher, à demeurer le président du comité Al-Quds. Quand vous dites je suis le président du comité Al-Quds, vous faites une promesse. Et cette promesse, il faut la tenir. Et c'est cette promesse que nous avons violée avec ce deal, qui encore une fois, sur le plan moral, pose un énorme problème. Maintenant, sur le plan, j'allais dire, le plan instrumental, c'est-à-dire pour être cynique et même machiavélique, qu'est-ce que nous avons vraiment gagné dans ce deal ? D'accord ? On a gagné, c'est vrai, la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par les États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique, effectivement, ne sont pas n'importe quel pays, c'est la première puissance mondiale. Donc, et c'est ce que l'État marocain nous a expliqué en large et en travers, c'est une performance extraordinaire de notre diplomatie. Très bien, creusons un peu. Qu'est-ce qu'essaye d'obtenir le Maroc aujourd'hui ? Quel est le combat du Maroc aujourd'hui ? Évidemment, je parle du Maroc qui se bat pour la reconnaissance de son intégrité territoriale et donc de la marocanité du Sahara occidental. Ce Maroc se bat pour que les Nations unies reconnaissent cette souveraineté. Pas que les États-Unis la reconnaissent ou que la France la reconnaisse. Pourquoi ? Parce que d'un côté, que les États-Unis reconnaissent ou ne reconnaissent pas, ne change pas grand-chose. Parce que le Maroc, il faut bien le dire, bénéficie déjà de l'amitié américaine, du soutien français, du soutien américain. Les Américains ne nous ont jamais punis du fait qu'on occupait, entre guillemets, ce que disent les indépendantistes sahraouis, cette région de l'Afrique que les Nations Unies nous disent n'est pas la nôtre. Les Nations Unies, que nous disent les Nations Unies ? Ça, c'est le droit. Ça, ce n'est pas une prise de position de ma part. C'est le droit international. Le droit international dit il faut qu'il y ait le peuple sahraoui qui est reconnu comme peuple et le Polisario est reconnu encore une fois par le droit international comme étant son représentant légitime, ont le droit à l'autodétermination. Ça, c'est les règles de l'ONU. Ce n'est pas moi qui ai mis en place ces règles. Des règles, entre guillemets, qui ont été acceptées par le Maroc, puisque le Maroc lui-même, à un moment,
à accepter à ce qu'il y ait un référendum, donc le droit à l'autodétermination. Malgré le fait que le Maroc donc, est présent et contrôle la grande majorité du territoire qui s'appelle le Sahara occidental en droit international et que nous, au Maroc, on appelle nos provinces du Sud, eh bien, cela ne nous a pas empêché d'être un acteur régional et mondial important, à avoir en fait en termes de relations avec l'Union européenne. L'Union européenne ne nous a jamais punis réellement du fait que on occupe cette partie donc de ce qu'on considère nous être notre pays. Les États-Unis de même, les relations commerciales sont totalement ouvertes, ne sont pas du tout obérées, ne sont pas du tout diminuées par le fait que nous y sommes déjà. Donc sur le plan pratique, la reconnaissance, à part peut-être mettre un drapeau marocain, américain à Dakhla, la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara ne change pas grand-chose en réalité. Nous y sommes déjà, nous exploitons le phosphate du Sahara, nous exploitons les richesses halieutiques du Sahara, tout ça on l'a déjà et même parfois, même si parfois il y a quelques petits soucis, le monde pratiquement entier travaille avec nous malgré cela. Donc, ce qui compte pour nous, ce n'est pas de nous assurer que nos relations avec les États-Unis, nos relations avec l'Union européenne soient plus développées et plus importantes, parce qu'elles le sont déjà. Ce qui importe pour nous, c'est que les Nations Unies nous disent officiellement il n'y a plus d'autodétermination, de droit d'autodétermination pour le peuple sahraoui. Le Sahara marocain vous appartient, c'est le Maroc. On est bien d'accord. Donc, il faut convaincre les Nations Unies et donc convaincre le Conseil de sécurité. Or, qu'est-ce qui s'est passé au lendemain de la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les Américains? Il s'est passé que l'Allemagne, qui est probablement le pays le plus puissant d'Europe, a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. D'accord? À l'issue de cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité, qui a été donc provoquée parce qu'il y a eu reconnaissance des États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara, au lendemain de la réunion de ce Conseil de sécurité, les Allemands ont publié un communiqué qui était très largement en défaveur du Maroc, puisque les Allemands nous ont dit officiellement, hein, je vous parle d'un communiqué officiel de l'État allemand, nous ont dit que en fait le Conseil de sécurité restait attaché aux résolutions de l'ONU, donc il n'y a pas, on est toujours dans le cadre de l'autodétermination, même si effectivement même dans les résolutions de l'ONU on parle de la possibilité d'étudier la solution de l'autonomie, mais le principe reste l'autodétermination, donc on ne bouge pas. Donc, entre guillemets, personne n'a suivi les États-Unis d'Amérique. Et surtout pas, ceux qui nous intéressent beaucoup, ce qui sont nos alliés. La France n'a pas suivi les États-Unis d'Amérique. La France n'a pas emboîté le pas aux États-Unis d'Amérique en disant, après tout, nous aussi, nous reconnaissons la marocanité du Sahara occidental. Et évidemment, les Allemands. Juste un petit détail, mais qui a quand même son importance. Lorsque vous lisez ce communiqué, les Allemands, au début de ce communiqué, si vous voulez, parlent un peu de l'historique de ce conflit. Et dans l'historique de ce conflit, ils parlent du référendum. Et pour parler du référendum, ils disent que le Maroc a envoyé 10 000 colons au Sahara occidental pour le référendum, ce qui est évidemment la position du Polisario vis-à-vis de l'attitude marocaine. Eh bien, cette position est épousée par l'Allemagne, qui est un État très important en Europe. Non seulement l'Allemagne a publié un communiqué, mais l'Afrique du Sud, qui est un pays quand même très important. Vous savez, toute la politique marocaine de retour vers nos racines africaines, etc., était basée sur la notion d'essayer de convaincre donc les piliers de l'Afrique de la marocanité du Sahara petit à petit. Et le pilier le plus important, ou l'un des plus importants avec le Nigeria, le Ghana, c'est l'Afrique du Sud, avec avec son pouvoir symbolique extrêmement important. L'Afrique du Sud, c'est le pays de Nelson Mandela. Eh bien, l'Afrique du Sud a publié, le représentant de l'Afrique du Sud à l'ONU a fait une déclaration extrêmement négative pour le Maroc en disant que l'Afrique du Sud restait attachée au processus d'autodétermination et au soutien du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces réactions qu'on peut considérer qu'elles sont négatives malgré tous les mensonges qu'on raconte aux Marocains à travers les médias officiels? Parce que les États-Unis qui ont reconnu la souveraineté du Maroc, c'est les États-Unis, c'est pas les États-Unis d'Amérique, c'est Donald Trump
C'est vrai, c'est le président des États-Unis. Donc, institutionnellement, on peut dire que c'est les États-Unis, mais c'est Donald Trump. Depuis quand Donald Trump prend des décisions sages en termes de relations internationales? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la valeur de cette proclamation présidentielle est d'autant plus diminuée que la crédibilité de celui qui en est l'auteur est elle-même diminuée. Or, il se trouve que c'est Donald Trump. Et Donald Trump, justement, est très fortement critiqué, d'ailleurs pas seulement par les démocrates, mais aussi par les républicains, parce que sa politique étrangère a aliéné les alliés traditionnels. Je ne parle pas des ennemis des États-Unis, je parle même des alliés traditionnels. Et que l'un des éléments importants de la politique future de Biden, et d'ailleurs c'est ce que l'équipe Biden elle-même a proclamé, c'est d'essayer justement de rétablir, de reconnecter les États-Unis avec ses alliés traditionnels. Donc vous imaginez bien que lorsque demain il y aura l'administration Biden, que le dossier du Sahara va être étudié et que les Allemands auront la position qu'ils ont aujourd'hui et que évidemment la Russie, la Chine, etc. aussi, parce que c'est à minima, c'est de s'attacher aux résolutions de l'ONU, vous pouvez très bien imaginer une administration américaine qui, sans revenir, parce que je ne suis pas sûr qu'ils reviennent sur la proclamation de Trump, mais en fait ne lui donne pas de substance derrière. C'est que les États-Unis peuvent toujours dire, bon, on reconnaît, mais ça ne veut pas dire que l'ONU, elle reconnaît, et que pour résoudre le problème, on va suivre en fait le travail de l'ONU et on va confirmer et soutenir l'approche donc qui contient en elle le droit à l'autodétermination des Sahraouis. Pourquoi? Parce que le reste du Conseil de sécurité est attaché à ce principe qui, il ne faut pas l'oublier, est un principe essentiel. Et ça aussi, c'est pour ça que, en fait, on découvre que nous, Marocains, on n'est pas nécessairement très bien informés sur la réalité juridique de ce conflit. Ce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que nous, on dit l'intégrité territoriale. C'est vrai, le concept d'intégrité territoriale est dans la charte de l'ONU et qu'il est important. Sauf que dans notre cas à nous, cette intégrité territoriale n'est pas opposable aux autres légalement. Pourquoi? Parce que le concept d'intégrité territoriale est opposable lorsque l'ONU vous reconnaît cette intégrité territoriale. Or, l'ONU ne nous a jamais reconnu la marocanité du Sahara. Et donc, le concept qui est dominateur dans le dossier, c'est le concept d'autodétermination, qui lui aussi est l'autre concept avec l'intégrité territoriale, qui est essentiel à la construction de l'ordre international et qui est un élément, et peut-être l'élément le plus important, un des deux éléments avec la souveraineté des États et donc de l'intégrité territoriale, un des deux éléments les plus importants de la charte de l'ONU. Et donc, pour ces raisons, je considère que même sur l'affaire du Sahara, je ne suis pas persuadé de l'extraordinaire impact positif de cette reconnaissance, d'autant plus, et je finirai là-dessus, d'autant plus que le Maroc n'est pas, malheureusement, et là on revient au sujet d'avant, le Maroc n'est pas institutionnellement équipé pour justement gérer une autonomie acceptable, une autonomie donc du Sahara acceptable pour le reste de la communauté internationale. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Maroc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la seule solution en ce qui nous concerne dans le conflit du Sahara occidental, c'est que souveraineté marocaine et nous concédons que cette région aura une autonomie avancée, enfin un projet d'autonomie. D'accord? Le problème, c'est que lorsque vous étudiez les cas internationaux d'autonomie, d'autodétermination, etc., l'élément majeur qui détermine l'attitude de la communauté internationale à travers l'ONU pour justement accepter ou ne pas accepter la souveraineté d'un État sur un territoire, c'est la démocratie et le respect des droits de l'homme. Vous voyez? C'est-à-dire que la communauté internationale ne peut pas venir chez vous qui n'avez pas de justice indépendante, qui violait les droits de vos propres citoyens de façon régulière et vous dire, voilà, un autre peuple, le peuple sahraoui, puisque l'ONU considère que c'est un autre peuple, on va vous le donner à vous, on va vous le confier et c'est vous qui allez gérer ces affaires. On ne peut pas le faire. Donc même dans le cadre de la solution marocaine, nous sommes dans une contradiction qui est nodale, qui est absolument essentielle, qui est de demander une solution pour laquelle nous, les Marocains, nous ne sommes pas équipés institutionnellement. C'est-à-dire que si demain, il y a une véritable étude du plan d'autonomie marocaine et que le Polisario dise très bien, asseyons-nous, nous allons parler du plan d'autonomie, tout de suite,
les défauts de la cuirasse, le sous-développement institutionnel marocain va faire en sorte que ça va être une proposition très difficile à accepter, pas seulement par les Sahraouis, mais aussi par le reste du monde. Et c'est en cela d'ailleurs, et je lis les deux sujets majeurs dont on a parlé aujourd'hui, c'est en cela d'ailleurs que les violations des droits de l'homme, que ces mascarades de procès et de poursuites judiciaires dont sont coupables nos confrères et collègues et nos intellectuels, au fond, va à l'encontre de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, paradoxalement et ironiquement. Parce que, encore une fois, on ne peut pas être légitime et crédible. Légitime, on l'est peut-être, mais on n'est pas crédible à demander à ce qu'il y ait une résolution du conflit à travers un projet d'autonomie, alors que notre système politique est un système politique sous-développé et autoritaire. Mais donc, moi, si je vous suis bien, Monsieur Jamé, on peut dire qu'à cette heure précise, le véritable gagnant de cette normalisation, ce n'est pas le Maroc. Non, le gagnant, vous savez, c'est pas, ça concerne pas seulement le Maroc, mais c'est l'une des caractéristiques des États autoritaires, c'est que les intérêts des élites au pouvoir prennent le pas sur les intérêts du pays. Vous voyez? Donc, il faut différencier lorsque les gens, si vous voulez, se félicitent d'un quelconque succès. En l'occurrence, ce succès, c'est peut-être le succès des élites, d'ailleurs à court terme, autoritaires marocaines. Mais très franchement, il m'est difficile de voir en quoi le Maroc a fait avancer sa cause par ce deal qui, comme je l'ai dit et je le répète, est moralement corrompu d'un côté, et de l'autre côté, même sur un plan purement instrumental, ne me paraît pas évidemment à l'avantage du Maroc. Pour clôturer ce point-là, et je pense qu'on arrive tout doucement au bout de cette petite conversation, Boubkal Jamaï, comment on va pouvoir manœuvrer le régime marocain qui a pris l'initiative de normaliser avec Israël, avec une population qui est, je pense ne pas me tromper, largement pro-palestinienne? Je pense que le pari du régime marocain, c'est que même si elle est pro-palestinienne, elle n'osera pas s'opposer au régime sur ce sujet. Vous pouvez être pro-palestinien et avoir peur de manifester parce que vous avez en face de vous un État qui ne respecte pas vos droits et qui peut vous punir sévèrement. Donc en fait, et c'est cela aussi le paradoxe de cet Occident qui s'enchante à chaque fois qu'il y a un processus de normalisation avec Israël, c'est qu'aujourd'hui, la proximité avec Israël est devenue un outil d'autoritarisme dans nos pays, c'est-à-dire nos pires dirigeants dans cette partie du monde se protègent derrière une soi-disant proximité, ouverture à Israël pour en fait valider la répression de leur peuple. Et donc on peut très bien imaginer une situation, hein, je ne la souhaite évidemment pas, j'espère que c'est le contraire qui va arriver, mais on peut imaginer une situation où une majorité des Marocains, malgré leur refus et leur rejet total de ce deal immoral, n'expriment pas leur mécontentement parce qu'ils ont face à eux un État qui ne respecte pas la règle de droit. Maintenant, il se peut aussi qu'il y ait des réactions de plus en plus massives avec une vraie mobilisation contre cette normalisation. Et le régime marocain fera ce qu'il fait souvent en l'occurrence, c'est de laisser couler, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus il n'y aura pas d'échange d'ambassade, il n'y aura peut-être pas d'ouverture de lignes aériennes, ce genre de choses, mais sans officiellement revenir sur ce rapprochement. Ça, je ne pense pas que le Maroc revienne sur ce rapprochement, même s'il y a des pressions sur un plan officiel. Mais ce qu'ils vont faire, c'est d'essayer de provoquer au minimum la colère des citoyens marocains. Voilà, mais évidemment, la solution, et je vais finir là-dessus, pour moi, la solution, évidemment, pour ce qui concerne cette histoire d'Israël, c'est d'un côté, il faut commencer. D'abord, c'est un conflit israélo-palestinien. C'est les Palestiniens qui doivent trouver leur compte dans cette affaire, pas nous, lorsqu'il s'agit du conflit israélo. C'est les Palestiniens, c'est eux qui sont les victimes
de cette situation. Et deuxièmement, en ce qui nous concerne, nous, notre rapprochement futur avec un État d'Israël qui serait respectueux de la souveraineté palestinienne, du futur État palestinien, elle va se faire, je pense naturellement. Vous savez pourquoi? Pour une raison qui est très simple. Parce que si, et nous avons les sondages pour le prouver, si les Marocains sont massivement contre la normalisation avec Israël, eh bien, figurez-vous qu'il y a une majorité, une pluralité, et même une majorité de Marocains, c'est-à-dire il y a plus de Marocains qui sont en faveur de la reconnaissance de l'État Israël, de la reconnaissance pas de la reconnaissance, pardon, je répète, il y a plus de Marocains qui sont en faveur de la solution de deux États, deux nations, donc de two-state solution, qu'il y a de Marocains qui sont contre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a une attitude sérieuse et crédible de la part d'Israël et aussi des États-Unis qui soutiennent Israël pour qu'il y ait la reconnaissance d'un État palestinien avec les droits afférents et les signes de souveraineté afférents à un État indépendant, eh bien, au Maroc, et pas seulement qu'au Maroc, dans la majorité des pays arabo-musulmans, il y a des majorités qui sont en faveur de deux États, un Israélien et un Palestinien. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si ceux qui pensent que le rapprochement avec Israël n'est possible que dans le cadre de la répression, de l'autoritarisme, parce que nous autres, Marocains, nous sommes génétiquement anti-israéliens, se trompent, parce que les sondages nous disent, officiellement, les sondages nous disent qu'en réalité, s'il y a deux États, eh bien les Marocains n'auront aucun problème à l'accepter, en tout cas une majorité d'entre eux. Pour clôturer cet échange, Boubkal Jamaï, on a fait une belle parabole, évidemment. Je voudrais juste revenir sur le dernier point de développement que j'aurais voulu approfondir avec vous, c'était le regard du régime marocain sur ce potentiel approche entre d'une partie les islamistes, d'une partie la gauche marocaine et les conséquences que ça pourrait avoir sur je dirais la légitimité, mais je n'utilise pas le bon terme, en tout cas, quelle menace cela peut encourir pour le régime marocain, cette alliance? Puisque vous m'avez fait la gentillesse de me laisser développer mes idées, permettez-moi de faire un peu d'histoire pour répondre à cette question. Vous savez, on parle souvent de printemps des peuples ou de printemps arabe qui aurait commencé en 2011. En réalité, il y a eu ce qu'on pourrait appeler un proto ou un pré-printemps arabe ou un pré-printemps des peuples dans la région qui date de la fin des années 80, début des années 90. Et il faut toujours se rappeler qu'en fait, la région a connu ses premières élections réellement démocratiques en Algérie. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire quand il y a eu, en 88, quand il y a eu la réforme constitutionnelle algérienne où le multipartisme a été accepté, et puis il y a eu les élections de 1990 et 1991. C'était des élections qui étaient considérées comme des élections transparentes et justes. D'ailleurs, les deuxièmes élections transparentes et justes après celle-ci, c'est l'élection d'Arafat en 1996. Donc lorsqu'on nous dit « Ah, les premières élections démocratiques dans le monde arabe, c'est l'Irak grâce à l'invasion américaine en 2005-2006 », ce n'est tout simplement pas vrai. Donc, il y a eu des élections démocratiques en Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il s'est passé par la suite qu'il y a eu donc l'élection d'une majorité islamiste donc menée par le fils, qui s'est effectivement s'est révélé être à l'époque un parti antidémocratique. Et alors je ne sais pas si c'est la dimension antidémocratique ou la démocratie du processus qui a provoqué ça, mais il y a eu un coup d'État militaire en Algérie. C'est-à-dire que le régime militaire a décidé que ce n'était pas possible. Et évidemment, il a argué du fait que ceux qui ont été élus étaient entre guillemets, des fascistes islamistes. Et c'est là où l'Algérie est rentrée dans cette nuit noire qu'a été la guerre civile, qui a mené à la mort de entre 100 et 200 000 Algériens. Et ce qui a d'ailleurs été un élément, ça a été une série d'événements qui a été utilisée par beaucoup de dirigeants dans la région pour justement freiner ce qui commençait à être une ouverture politique. Vous voyez, pourquoi je dis ça? Parce que à travers le Moyen-Orient, il y a eu des soubresauts très intéressants. Les élections législatives les plus démocratiques de l'histoire de la Jordanie ont eu lieu en 1989.
Même au Maroc, le débat sur les droits de l'homme a commencé en fin des années 80, début des années 90. Et évidemment, il y a eu le livre de Gilles Perrault, mais pas que. Il y avait la reconnaissance d'un problème des droits de l'homme a été illustré par la création du Conseil des droits de l'homme par Hassan II, ce qui était, même si c'était totalement guidé, totalement maîtrisé, mais c'était quand même une reconnaissance qu'il y avait un problème des droits de l'homme. Et le Conseil des droits de l'homme a été créé en 1989, c'est-à-dire avant la publication du livre de Gilles Perrault même. En Tunisie, le départ, l'arrivée de Ben Ali, on oublie aujourd'hui avec ce qui s'est passé, mais on oublie de le dire, l'arrivée de Ben Ali avait été en fait soutenue par beaucoup de démocrates tunisiens qui voyaient dans le régime vieillissant et même sénile de Bourguiba un régime donc autoritaire qu'il fallait changer et qui pensaient, ils se sont trompés, qui pensaient que Ben Ali allait peut-être permettre cette transition. Et la fin des années 90, les années 80, pardon, en Tunisie, donc de 87, le départ de Bourguiba, arrivée de Ben Ali, jusqu'à en fait le début des années 90, ont été des années où il y avait un véritable espoir de démocratisation en Tunisie sous Ben Ali. Et donc il y a eu le renversement après. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que je suis parmi ceux, et je dirais qu'on est plusieurs, qui considèrent que tout changement de régime est par évidence, à l'évidence, déstabilisant pour un État, bien évidemment, et que cette déstabilisation est d'autant plus importante qu'il y a un fossé énorme entre les différents groupes idéologiques de ce pays. Et que donc, si on peut justement réduire ce gouffre idéologique autant que faire se peut, avant même qu'il y ait changement de régime, ça permet à ce que ce changement de régime se passe de la façon la plus pacifique qui soit. C'est un peu ce qui s'est passé, c'est le problème qui a eu lieu en Algérie. Je pense que c'est l'une des raisons, à l'inverse, c'est l'une des raisons qui ont fait que la révolution tunisienne, K1K, est une révolution qui a quand même réussi, malgré encore une fois tous les problèmes du monde qui a réussi. C'est parce que Ennahda, le parti islamiste, est arrivé à un accord avec des leaders de la gauche laïque. Et que Ennahda, même si par la suite a hésité, mais Ennahda s'était engagé depuis 2005, si je ne m'abuse, s'était engagé pour maintenir les droits de la femme, s'est engagé à ce que la démocratie qui naîtra d'un changement de régime ne sera pas une démocratie seulement du gouvernement de la majorité, mais ce sera aussi une démocratie du respect des droits des minorités. C'est ça ce que ça veut dire. D'accord? Et donc des libertés individuelles, etc. Et que c'est parce que ce débat-là a eu avant même le changement de régime que ça a facilité. Je fais partie de ceux qui pensent que ça a joué un rôle. Je ne dirais pas que c'est le seul élément, mais c'est un des éléments qui ont permis justement que cette évolution se fasse de la façon la plus pacifique qui soit. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si je me positionne aujourd'hui dans la situation marocaine, je pense que c'est dans l'intérêt de mon pays que des débats qui sont maintenus sous le couvercle par le régime et qui sont gérés de façon plutôt hypocrite, avec des deux poids deux mesures, etc., qui sont les problèmes même du droit de la femme, qui non seulement doit être inscrit dans la loi, mais qui doit être dans la réalité sociale appliqué, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Pourquoi? Parce que justement, on a fait l'économie d'un débat profond avec parce que c'est ça l'objectif du débat, c'est de s'approprier ces valeurs. Une société s'approprie ces valeurs entre guillemets libérales, à travers un processus de débat et de confrontation d'idées en espérant qu'il soit le plus pacifique possible. Aujourd'hui au Maroc, moi je considère que parmi les priorités, c'est de créer justement un véritable débat donc qui se fasse dans un espace public qui n'est pas pollué par des médias de diffamation, par un État répressif comme c'est le cas aujourd'hui, qui permettent donc l'expression libre des opinions de ceux qui sont tenants d'un régime plus conservateur, probablement moins respectueux peut-être des droits de la femme, moins respectueux des minorités religieuses, etc., et de ceux qui, au contraire, considèrent qu'il s'agit là de droits qui sont absolument fondamentaux et qu'il y ait une confrontation de ces idées-là et que on l'espère, parce que ce n'est pas gagné d'avance, on l'espère qu'à l'issue de ce débat, on se retrouve dans une situation où les élites de représentant ces deux groupes idéologiques se disent bon, très bien, démarrons un processus réellement de démocratie où la majorité légifère, mais sanctuarisons
c'est-à-dire il faut mettre au-delà hors d'atteinte d'une simple majorité parlementaire de 50% plus une voix, certains droits. Par exemple, la liberté religieuse, par exemple, la liberté sexuelle, par exemple, je parle par là donc le respect des gens à choisir leur propre sexualité, par exemple la liberté de la presse, etc., etc. Eh bien, ça, il faut le sanctuariser. C'est ce que les États-Unis ont avec ce qu'on appelle the Bill of Rights. The Bill of Rights, qui sont donc les amendements qui ont été ajoutés à la Constitution américaine, c'est une série d'amendements qui sanctuarisent des droits et qui donc rend ces droits difficilement violables par même une majorité. Il faut que ce soit une super majorité pour que ces droits-là soient violables. Et donc, nous avons besoin de ce débat. Or, il se trouve, et ça je peux vous le dire parce que j'ai travaillé là-dessus, et c'est pour ça que le cas de Mahaté Monjib me touche, j'allais même dire personnellement, puisque c'est un des sujets sur lesquels je me suis battu quand j'étais au journal. C'est un sujet sur lequel j'ai travaillé avec des amis du camp islamiste et des amis du camp progressiste. Je peux vous dire que mon expérience m'a montré qu'aujourd'hui, il y a une vraie maturité de la part des deux camps pour justement parvenir à cet accord qui serait extraordinaire pour notre pays parce que si cet accord existe, cela veut dire quoi? Cela veut dire que s'il y a changement de régime, il va se faire dans la stabilité. Et quand j'ai dit changement de régime, je ne dis pas l'élimination de la monarchie. Hein, parce que la monarchie parlementaire, si demain on réalise la monarchie parlementaire, ce sera un changement de régime. Donc, quand je parle de changement de régime, je parle de façon très précise de passer d'un système autoritaire, qu'il soit républicain ou monarchique ou ce que vous voulez, à un État démocratique, qu'il soit monarchique ou républicain ou ce que vous voulez. Mais pour moi, l'important, c'est qu'on passe d'un autoritarisme à une démocratie. C'est de ça dont je parle. Eh bien, aujourd'hui, les chances, et je dis bien les chances parce que rien n'est jamais sûr, les chances pour que cette évolution-là se fasse de façon stable et de façon pacifique est d'autant plus élevée que nous avons des deux côtés du débat, nous avons des gens qui sont convaincus de la nécessité de la sanctuarisation de ces droits qui sont absolument essentiels pour une société respectueuse des libertés de ces différentes composantes. Et l'une des raisons pour laquelle nos sociétés freinent lorsqu'il y a des mouvements de démocratie, parce que, et je dirais à raison, elles ont peur de l'instabilité. Je pense que c'est normal qu'une société ait peur d'un changement brusque parce que effectivement on ne veut pas, je pense qu'il n'est pas souhaitable qu'on ait des révolutions violentes où l'État perd de son efficacité, où on se retrouve dans des situations d'anarchie, etc., etc. Mais en même temps, préserver les autoritarismes que nous avons dans nos pays aujourd'hui ne va rendre l'addition que plus salée en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que plus nous persistons à maintenir ces élites corrompues et antidémocratiques, plus la note en fin de parcours sera salée et plus les possibilités d'évolution pacifique seront ténues. Bah écoutez, merci Boubacar Germain pour la richesse de cet échange qui était très instructif. Permettez-moi en tout cas de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Peut-être un petit mot d'ailleurs pour cette année 2020 que nous avons vécue qui était très particulière et peut-être vos voeux pour cette nouvelle année 2021, Boubacar. Écoutez, la nature, à travers Covid, nous a lancé un message, à mon avis, deux messages. C'est que vous êtes une même espèce, parce que le Covid ne discrimine pas. Et deuxièmement, protéger cette planète, parce que cette planète peut vous exclure au sens physique du terme. Et je pense qu'on devrait prendre ces deux messages à cœur, que nous sommes une même espèce, que nous devons nous respecter les uns les autres et que nous devons respecter cet habitat qui est le nôtre, qui est cette magnifique planète qu'est la Terre. Merci sur ces belles paroles bien sages. Je vous remercie de votre invitation et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.